Bonjour et bienvenue. Alors, je vais faire mon petit check-in, c'est-à-dire mon petit mot d'intro là, avec pas mal d'énergie, mais je suis ravi d'être là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est la première fois qu'on enregistre ce format-là, et en particulier en interne dans Libérer la Bête. Je vais être accompagné par Natacha, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'elle est super douée pour aller m'aider à sortir toute la matière que j'ai à aider. Ça me fait aussi très plaisir parce que c'est une espèce d'anniversaire du sommet qu'on a fait, le sommet qui s'appelait Rebondir, transformer les contraintes effrayantes en opportunités réjouissantes, qu'on a organisé il y a un peu plus d'un an, au début de ces histoires de Covid, etc. Et je suis ravi qu'on prolonge cette énergie-là, là, dans une série d'interviews. C'est plutôt moi qui vais être interviewé les premières fois, et puis après Natacha, de ce qui se dessine, ira interviewer plus de monde bien au-delà de Libérer la Bête. Voilà, ça me réjouit énormément. Merci d'être là. Natacha, je te passe le micro pour un petit check-in. Oui, alors un petit check-in pour moi, je suis très, 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 très contente qu'on fasse enfin ce format. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment ça s'appelle. On va pouvoir enfin transmettre tout ce qu'on a envie de transmettre au-delà de ce qu'on s'est autorisé à faire jusqu'à maintenant. Donc je suis vraiment ravie d'être là. Excellent. On commence, je te passe complètement la main sur la suite. Natacha, je te laisse me poser les questions que tu as envie de me poser, et puis on est parti. Oui, alors c'est parti. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Nicolas, c'est quoi en fait tes terrains de jeu? C'est quoi toutes ces choses qu'on a envie de transmettre et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire? Alors, mes terrains de jeu, moi, je séparerais en deux parties. Il y a une partie visible et puis il y a une partie moins visible. La partie visible, c'est le côté entrepreneur, c'est le côté formateur, formateur en vente, formateur en management. Voilà, depuis 10 ans, on a accompagné des centaines de boîtes. La partie moins visible, je pense que c'est celle qui me tient encore plus à cœur, parce que pendant longtemps, je l'ai un peu cloisonné par rapport à la partie visible. C'est que il se trouve que dans ma petite vie, j'ai été confronté à une série de situations pas forcément toutes très agréables, même il n'y a pas eu non plus d'éléments super dramatiques. Mais à chaque fois, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais trouver une solution élégante, une solution sans compromis. Et donc ça a concerné beaucoup la sphère perso et aussi la sphère pro. Et j'ai déniché en chemin toute une série de pépites. Voilà, donc s'il fallait résumer les terrains de jeu, côté visible, moi je m'intéresse énormément, et puis ça a coloré beaucoup Libérer la Bête, à tout ce qui concerne la vente élégante, respectueuse et percutante, à ce qui concerne aussi l'organisation et le management authentique, respectueux, percutant, entre autres avec l'état de flow. Et puis dans la partie moins visible, il y a ce que j'appelle le développement personnel radical, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour aller dépasser ses peurs, pour aller vivre la vie qui nous appelle, plutôt que la vie que les autres attendent de nous, et en y allant autant que possible à travers des raccourcis plutôt qu'en prenant des chemins très très longs. Voilà, ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Merci. Aujourd'hui, on avait envie de parler, des émotions. Est-ce que, tu peux nous expliquer un peu le chemin que tu as fait toi vis-à-vis de tes émotions? Moi, pendant très très longtemps, pendant même 30 ans, je pense, de ma vie, les émotions ont été pour moi entre le terrain inconnu et le fardeau. C'est-à-dire que c'était plutôt le genre de sujet que j'avais envie de mettre sous le tapis. J'étais dans un bon gros déni. Enfin, en fait, je ne savais pas quoi faire. C'est comme si j'avais une espèce d'émotion là que je trimballais dans mes bras là, euh, comme une valise sans poignée, une valise bien lourde sans poignée. Et je savais pas du tout quoi en faire. Comme en fait la plupart des gens, j'ai l'impression. Et j'avais pas du tout été éduqué, entraîné à à prendre soin de mes émotions et à savoir quoi en faire. Et c'était assez encombrant, et j'avais juste envie de les mettre dans le placard et de pas en entendre parler. Et puis petit à petit, là, sur ces 10 dernières années en particulier, j'ai fait toute une bascule qui m'a permis de transformer ces émotions en une vraie boussole. Et c'est pas, donc on va creuser ça évidemment, hein, c'est pas juste métaphorique, quoi. C'est-à-dire que maintenant c'est complètement au centre de ma vie pro, ma vie perso, et je les utilise en permanence pour savoir où est-ce qu'il faut aller à l'étape d'après, que ce soit l'étape juste après, dans la journée suivante, ou que ce soit dans ce que je construis dans ma vie. Voilà, donc vraiment c'est passé du côté boulet fardeau au côté boussole, même tremplin, et c'est un des aspects dont j'aimerais bien témoigner. OK, super. Avant de nous expliquer un peu comment tu as fait tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a amené à vouloir transformer, ces émotions et à arrêter de les subir? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait un déclencheur? Alors il y a eu un déclencheur très net qui était la rencontre avec ma femme.
donc Florence qui est devenue ma femme, je savais pas encore que ça allait être ma femme, qui avait déjà pas mal travaillé sur elle, qui avait été fouillée des côtés un peu perchés si on veut, et le et elle avait un rapport aux émotions, elle est artiste, elle est plasticienne, et elle avait un rapport aux émotions qui était assez radicalement différent du mien, un rapport à l'intuition qui était aussi assez différent du mien, et je voyais bien qu'il y avait une espèce de décalage, et que ça induisait des réactions de part et d'autre qui étaient très différentes. Du coup, ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille, et puis je me suis embarqué dans des programmes, des formations de développement personnel sans trop savoir en fait ce que j'en attendais. Je pense que j'en attendais un peu plus d'alignement, un peu plus de bonheur, des choses comme ça, quoi, des choses assez génériques. Et j'ai constaté que ces programmes m'emmenaient très très vite sur, mais en fait, il se passe quoi du côté de tes émotions? Et bon, je m'attendais pas spécialement, en fait, j'avais jamais réfléchi au sujet. Et puis là, étape par étape, je me suis rendu compte que bah, les émotions, ça servait à quelque chose. Enfin, si on a été équipé de cette fonctionnalité-là, c'était pas pour rien. Et qu'il y avait une bonne manière d'utiliser cette fonctionnalité, puis il y avait des manières relativement toxiques, que ces manières toxiques, elles étaient assez répandues, et que c'était même un peu l'histoire de ma vie, en fait, d'aller saboter un peu le travail des émotions. Puis voilà, étape par étape, pendant quelques mois, puis quelques années, c'est comme si j'avais déballé petit à petit, très soigneusement, un paquet cadeau, avec même une espèce de série de boîtes gigognes de paquets cadeaux, où à chaque fois je me dis, ah ouais, attends, ça peut fonctionner comme ça, du coup j'essaye, j'expérimente, je constate les changements pour moi, pour les autres autour de moi, etc. Puis je vais voir la couche d'après. Et puis je suis allé assez loin, parce que du coup j'ai fait disparaître complètement des peurs, enfin ça on pourra en parler aussi évidemment. Je suis allé même oui, plus loin que l'immense majorité des gens qui travaillent déjà assez profondément sur les émotions. Voilà ce qui me vient. Ça s'est fait en marchant, quoi. Avec un petit prétexte, pouf, une petite étincelle, pas bien consciente, pas bien volontaire au départ, et puis voilà où j'en suis 10 ans plus tard. OK. Et du coup, c'était quoi les prises de conscience, que tu as eues ou peut-être la première prise de conscience que tu as eue sur les émotions? Le alors la première et celle qui m'a mis la plus grosse baffe en fait, c'était que j'étais complètement analphabète des émotions. J'étais C'est-à-dire? analphabète. Enfin, si tu me demandes, c'est quoi les 5 sens, je peux te répondre instantanément. Si on m'avait demandé il y a 10 ans: «Mais c'est quoi les 4 émotions, majeures?» Heu Bah, bonne question. Et donc, j'aurais réfléchi, quoi. Évidemment, j'aurais fini par les sortir, mais je t'aurais dit: «Ah ouais, tristesse, sans doute, la peur peut-être, la colère, non? La frustration, je sais pas, ah puis la joie, parce que je me serais souvenu quand même il y a des émotions aussi agréables, j'aurais dit d'ailleurs à ce moment-là des émotions positives plutôt qu'agréables, alors qu'en fait l'émotion c'est neutre, hein. Donc sa première bonne grosse prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience, c'est que les émotions servent à quelque chose. C'est pas juste un truc qui est là, soit pour nous faire chier quand c'est des émotions plutôt désagréables, soit pour triper entre guillemets quand c'est des émotions plutôt agréables comme la joie. Mais qu'en fait, ça a une vraie utilité, quoi. Ça, c'était une bonne grosse baffe. Je sais pas si on rentre maintenant dans ce à quoi ça sert ou. Ah, déjà sur le côté analphabète des émotions, sur savoir les nommer, je trouve ça hyper intéressant parce que je sais pas si tu te souviens, parce que moi j'ai eu à peu près cette même prise de conscience et avant de savoir nommer les émotions, déjà entre une émotion et un sentiment, j'avais un peu du mal à faire la différence, parce que oui, là tu viens de citer joie, colère, peur, tristesse, mais quand on parle à des gens qui ont pas spécialement et même du coup moi la première, avant d'avoir cette prise de conscience, donc on me demandait quelle émotion je ressentais, bah, je pouvais sortir tout un tas de choses qui étaient beaucoup plus relatives aux sentiments qu'aux émotions. Par exemple, bah, je suis frustrée, ou je suis, bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête parce que maintenant c'est tellement clair pour moi que j'ai un peu du mal à mais donc voilà, je trouve ça intéressant déjà. Alors du coup, maintenant, moi que j'ai des enfants, j'ai la référence que j'avais pas forcément vue quand j'étais, adulte de Vice Versa qui, je trouve, a joué un rôle hyper important dans Ouais, c'est vrai. être capable de nommer ses émotions et du coup, il y a beaucoup plus de gens qui ont la vision, je trouve, de ce que c'est. Est-ce que tu peux préciser pour toi la différence entre émotion et sentiment? Du coup, parce que je suis pas sûr que ce soit très clair pour tout le monde. Quelles sont les séparations catégoriques que tu mettrais là-dedans? Alors, j'ai l'impression que tu es en train de me poser une colle. Ouais. Ah, il est pas évident ce Hem, sujet-là, mais vas-y, alors envoie, on va attends, revenir dessus. je vais tenter un truc. Alors une émotion, hem
Une émotion, je dirais que c'est une réaction, à un stimuli extérieur, et un sentiment, c'est ce que tu vas faire de ton émotion. Voilà, je le définirais comme ça. C'est-à-dire que finalement une émotion, elle peut être assez courte, et ensuite le sentiment, c'est ce que tu vas faire de ton émotion, donc comment elle va se transformer. Hem, voilà, je crois que c'est la définition que je donnerais là comme ça à chaud. OK, intéressant, ouais. Toi, tu dirais ça comment? Moi, je m'étais penché sur le sujet aussi et j'ai pas de conclusion définitive là-dessus. J'avais ressenti que moi, j'identifiais les sentiments sur ce qu'on projette sur les autres beaucoup, et versus une émotion qui est ce qui m'appartient 100% à moi, à l'intérieur, qui est indiscutable, inopposable. Et donc c'est là où j'en étais resté. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur les émotions du coup que sur les sentiments. Euh, la frontière des sentiments, pour moi, c'est pas hyper clair. En tout cas, ces émotions, donc en particulier ces 4 émotions primaires, si on veut, hein, joie, colère, tristesse et peur. Ça, c'est là-dessus que j'ai concentré toutes mes recherches en 10 ans, sur les 4, et c'est déjà des sacrés pavés chacune d'entre elles. Hein. Après, sur les déclinaisons, ramifications de ces émotions, type frustration, etc., je trouve que j'ai déjà largement à faire avec les 4 principales pour, pour aller nettoyer un petit peu toutes les couches de croyances, toutes les couches de conditionnement qu'il y a autour de ces émotions-là, et pour arriver à en tirer toute la substantifique moelle et toute la belle valeur. Ah, voilà ce qui me vient moi, sur cette séparation-là. Ouais, c'est ça qui me vient. Vers où on part maintenant? Et Il y a plein de questions. qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, de travailler Oula, ouais, sur qu'est-ce que ces ça a émotions? changé pour moi? Ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus elles qui ont le contrôle. C'est-à-dire qu'elles sont à leur juste place. Pour moi, leur place, c'est la place d'un indicateur, comme une jauge d'essence. Un indicateur, c'est assez neutre. Et pendant longtemps, cet indicateur, parce que je ne savais pas que c'était un indicateur, a pris le contrôle. C'est-à-dire que quand la peur partait en vrille, partait en fusée même, bah, c'est la peur qui prenait le contrôle. Et du coup, je me mettais à réagir comme un robot qui a peur. Quand la colère partait en, partait en fusée, bah, je me mettais à réagir comme un robot en colère, etc., etc. Et du coup, c'était comme j'avais vraiment le sentiment que c'était un autre moi qui était en train de vivre dans mon corps, quoi, ou dans ma tête. Et donc je le voyais, j'ai acquis depuis hein, quasi la certitude que nos enfants viennent nous voir pour aller appuyer là-dessus, quoi. Alors comment tu réagis à ça? Et paf. Et donc bah, moi régulièrement je pars encore un peu moins, mais je partais en sucette quand les enfants les schling faire résonner la corde de guitare là, qui fait mal. Et je voyais que c'était quelqu'un d'autre qui prenait les commandes et qui se mettait à crier, à dire oh, c'est pas possible, à brailler, enfin bref. Donc ça, je l'ai complètement désamorcé dans pas mal de cas et en grande partie désamorcé dans tous les autres, sur les 4 émotions. Et c'est pareil pour la joie en fait, parce que c'est la même mécanique, enfin c'est pas forcément très utile de partir complètement en fusée dans la joie non plus en fait. Donc ça a changé ça. Un cran plus loin, ça m'a du coup permis de reprendre la main, si on veut, de reprendre une espèce de souveraineté sur mes relations avec tout mon environnement, mes enfants, ma femme, mes parents, mes clients, mes prospects, les personnes avec qui je travaille en interne dans l'hiver et la bête, dont toi. Et donc c'est des relations beaucoup plus construites, beaucoup plus adulte-adulte, plutôt que des relations en mode marionnette. Hein. Ça c'est ultra puissant. Ça m'a permis d'aller explorer les traumas, parce que c'est le point d'entrée, ces émotions, à mon avis, pour aller détecter des traumas qu'on a vécus, des traumas étant des épisodes un peu douloureux de la vie, dont on a conscience ou dont on n'a pas conscience, et qui nous créent une tonne de conditionnements, dont qu'on subit la plupart du temps. Hein. Voilà, d'aller faire péter une partie de ces traumas, c'est-à-dire de le faire comme si ça n'avait pas existé, enfin de libérer totalement l'empreinte que ça avait laissée sur moi. Voilà le petit panorama. Aujourd'hui, c'est ma boussole en fait. C'est clairement ma boussole. C'est-à-dire que quand il y a une émotion qui pointe, toc, hop. Enfin, c'est comme si je sortais la boussole. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ah ouais, ok. Ça.
intéressant. Bon, on va aller regarder ce qu'il y a derrière, et puis a priori c'est une meilleure version de moi qui attend derrière, donc allons-y. Ah, ça te parle, ça? Ouais, alors est-ce que ça veut dire du coup que tu contrôles tes émotions et que tu les étouffes pour pas qu'elles prennent le dessus? Donc, ben, c'est tout l'inverse. En fait, c'est évidemment ce à quoi on s'attend là quand je dis ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai mis mes émotions en espèce de coupe réglée où, en fait, elles font ce que je dis. Mais alors donc c'est plus subtil que ça, c'est que je leur laisse toute leur place d'indicateur et pas plus que leur place d'indicateur. Donc je leur laisse toute leur place d'indicateur, c'est-à-dire que quand l'émotion pointe, hop, ben je la laisse fleurir, je la laisse même aller aussi fort qu'elle doit pousser, hein. Ça, c'est un mécanisme que je ne contrôle pas de toute façon et que je ne veux pas contrôler. OK. Mais par contre, je l'observe avec une espèce de caméra 4K, ultra haute sensibilité, infrarouge, etc., pour être vraiment capable de la regarder, cette émotion, et dire ah ouais, il est en ouh, ah, elle a cette gueule là aujourd'hui, et elle est vachement plus violente, vachement plus puissante que ce que j'avais imaginé. Et puis une fois qu'elle s'est exprimée comme ça, qu'elle a fait cette espèce de champignon atomique, je sais pas quelle image prendre, quoi, je lui dis bon maintenant, ok, t'as fait le boulot, émotion, merci, euh, c'est fini. Voilà, j'ai entendu le message. Et donc j'ai des protocoles pour ça, si on veut. Protocole, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est quand même ça, hein. Merci. Maintenant, tu peux rentrer dans ta boîte. Et puis tu pourras ressortir quand tu veux, dès que ce sera le bon moment. Mais je ne la laisse pas prendre le contrôle et irradier tout ce qu'elle voudrait ou pourrait Mmh. irradier dans ma tête. Est-ce que tu aurais Euh, un exemple concret, peut-être avec tes enfants justement? Puisque ouais. tu disais très justement que les enfants sont très forts pour nous faire faire sortir nos émotions. Est-ce que tu as un exemple concret, de ce qui aurait pu déclencher une émotion? Quelle émotion elle a créé? Et du coup, comment ce que tu en as fait derrière, concrètement? Un peu le pas à pas de la gestion de ton émotion, Ouais. Le pas à pas de ma gestion de mon émotion. Les enfants, est-ce que... Euh, je vais prendre un exemple avec mes parents, en fait, plutôt qu'avec mes enfants. C'est nettement plus abouti, le travail que j'ai fait avec mes parents, en fait. Mes parents ont eu la propension, depuis que j'ai commencé à faire mes choix, c'est-à-dire depuis, en gros, depuis l'âge de 25-30 ans, où j'ai commencé à faire mes choix plutôt que les choix pour lesquels j'avais été, entre guillemets, programmé, hein. Euh, Mes parents ont eu une tendance assez nette à m'exprimer ce qu'ils pensaient de ces choix-là sans que je leur demande leur avis. Du coup, ça prenait la forme de jugement. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est irrationnel. Ah, mais t'es quand même pas un peu fou de faire ça, etc. Choix de famille, choix de boulot, etc. Et moi, ces jugements provoquaient de la colère chez moi, de façon assez violente. Et du coup, il y avait mon champignon atomique de colère qui partait. Et puis ma réaction, du coup, enfin pour rentrer dans le détail, mais si je le fais vue d'avion, quoi, ma réaction, c'était en gros de leur rentrer dans l'art, quoi. Donc de m'opposer, d'aller sur un contre-jugement ou d'essayer de les convaincre. Enfin bon, bref, c'était pas spécialement violent, mais en tout cas, c'était pas du tout apaisé, quoi. Euh, Jusqu'à ce que je me rende compte du fonctionnement de ces émotions, du fonctionnement des réactions, etc. Et du coup, cette colère-là, je me suis mise à l'observer en disant ah ouais tiens, vraiment avec le ah tiens, quand ils me disent ça, ça génère ce genre de truc-là, là. Et vraiment comme un observateur extérieur. Et puis une fois, deux fois, trois fois, la première fois en fait, on observe, hein, et puis c'est impossible d'empêcher la réaction. C'est juste ah tiens, il y avait cette émotion, puis ouf, pouf, juste après là, dans la seconde qui suit, il y a ce genre de réaction-là, hein. Et puis ah tiens, ça a ce genre de conséquences-là derrière. Et c'est pas forcément super agréable en et fait. donc là, à ce moment-là, il est pas question d'arrêter le truc? Ah bah non, 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 de toute façon c'est précablé. C'est un automatisme, hein, donc en tout cas à ce stade-là, c'est un automatisme. Et du coup, on voit juste se dérouler le tapis roulant, pouf, 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 en 3-4 étapes, là, la réaction enchaîne. Et ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, c'est qu'en fait, notre réaction va générer une émotion chez eux. Et que eux aussi vont partir en réaction en chaîne. Et du coup, ils vont repartir aussi en réaction. Cette réaction va régénérer une émotion chez moi, et ça donne les escalades qu'on connaît tous, hein, en famille, enfin dans tous les contextes. Où à la fin, ça se finit avec quelqu'un qui s'en va, soit après avoir dit quelque chose de vraiment très désagréable, soit en claquant une porte, soit en disant de toute façon, vous me faites chier, je veux plus vous parler, etc. Enfin, voilà, ces situations assez classiques en fait. Euh, Première étape, observer tout ça. Et puis deuxième étape, court-circuiter.
une fois qu'on a compris où ça se Et joue. donc là, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as observé dans cet exemple concret avec tes parents? Tu as observé quoi? J'ai observé l'émotion, et puis j'ai observé la réaction, et j'ai observé les conséquences de la réaction. Première étape. Deuxième étape, j'ai observé l'émotion, j'ai observé les besoins, c'est-à-dire ce qui m'appartient qu'à moi, ce qui est indiscutable, inopposable, etc., qui était mis à mal. Parce que finalement, une émotion, c'est l'indicateur qu'un besoin fondamental est en train d'être bousculé et n'est pas satisfait. Et donc, chez moi, c'était un besoin de respect. C'était un besoin que mes choix soient respectés. Voilà, c'est un besoin, ça n'appartient qu'à moi. C'est non négociable. La personne en face peut pas me dire, ah ben non, non, t'as pas besoin que tes choix soient respectés. Non, en fait, ça la regarde pas, en fait. Ça n'appartient qu'à moi, quoi. Et d'observer à quel point ce besoin était effectivement bousculé quand je recevais ce genre de jugement-là. Ça, c'était du coup la deuxième strate d'observation. Et après, on peut passer à du changement. Après, une fois que la chaîne elle est suffisamment disséquée, on peut se dire, ah tiens, mais je vais me donner la permission à telle étape de la chaîne de créer une bifurcation dans ma réaction. Donc du coup, quand tu l'observes, ça te permet de te dire: «Ah, quand il y a ce déclencheur-là, il se passe ça. Je sais que c'est parce que j'ai ce besoin qui est pas respecté». Et Oui. donc du coup, ensuite, là, tu peux rentrer dans la phase de changement. Voilà, de bifurcation, ouais, où je vais créer une autre réaction, en fait. Donc si je refais la chaîne, il y a un événement qui est là, en l'occurrence un jugement, qui va bousculer un besoin chez moi. Mais c'est souvent assez difficile, en fait, d'aller mettre des mots sur ce besoin en première approche. Ce besoin bousculé, il va générer une émotion, parce qu'en fait, on est juste câblé comme ça, hein, qu'on le veuille ou c'est complètement inconscient. Ce besoin bousculé va générer une émotion. Ça, l'émotion, on va l'avoir parce qu'elle est faite pour sortir. Et cette émotion va ensuite enclencher une réaction. Cette mécanique-là, elle est juste universelle. Hein. Et le fait que l'événement déclenche ce besoin-là, ça demande pas mal de boulot pour aller les amorcer. Le fait que ce besoin soit lié à cette émotion, c'est quasiment universel. En fait, on n'y peut rien. Le fait que l'émotion déclenche la réaction, c'est ça sur lequel on peut jouer. C'est OK. clair? Est-ce que Ouais. tu peux dire, du coup, concrètement, là, dans l'exemple avec tes parents, qu'est-ce que c'était le déclencheur? Qu'est-ce que c'était le besoin? Qu'est-ce que Ouais. c'était l'émotion et la réaction? Le déclencheur, c'est le jugement de la part de mes parents. Mmh. Par exemple, vous avez décidé de déscolariser vos enfants, mais vraiment on se demande comment vous faites pour prendre à chaque fois les choix les plus irrationnels possibles. Donc c'est une citation, voilà. Et je veux les remercier au passage, hein, parce que c'est magnifique. Donc déjà, enfin, ils ont fait de leur mieux, j'en suis convaincu, et c'est génial ce qu'ils ont fait avec moi. Euh, Même dans ce genre de réaction-là, en fait, ça m'a permis d'aller fouiller, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de devenir qui je suis, puis ça m'a permis d'aller fouiller des domaines qui, même si eux, ça ne leur parle pas, moi, c'est juste passionnant tout ce que j'ai découvert grâce à ces confrontations-là. Euh, voilà, je referme cette petite parenthèse de remerciement et de gratitude, parce que sur le coup, ils auraient peut-être eu un petit peu de mal à croire qu'en fait, j'avais de la gratitude. Donc, événement, jugement, vraiment vos choix, déscolariser vos enfants, etc. Donc ça, c'était il y a 4 ans, 5 ans. C'est vraiment complètement irrationnel. Mais on se demande si vous n'êtes pas dans une secte, etc. Bam, jugement. Moi, besoin qui est méchamment bousculé, besoin que mes choix soient respectés, besoin d'autonomie, besoin d'être considéré comme un adulte plutôt comme un enfant. Voilà, besoin d'entretenir aussi avec mes parents une relation de qualité maintenant et pour les 50 années qui viennent, pour quand ce sera moins drôle, etc. Ça, c'est tous les besoins qui étaient bousculés par ce genre de jugement-là. Émotion, colère. Émotion, tristesse aussi, assez infinie en fait. Euh, peur que ça dégénère. Enfin bref, là on était bien dans les émotions bien primaires si on veut. Et réaction, au jugement de ma part aussi sur leur fermeture d'esprit, entre guillemets, jugement, sur leur incapacité à respecter mes choix, etc. Enfin, sur plein de choses que j'avais projetées sur eux. Quoi. Euh, Là, tu l'as, la séquence, c'est clair, ouais. Donc, déclencheur, Ouais, jugement, donc besoin. c'était juste des jugements. Il y avait pas des trucs genre, éclat de voix, confrontation, verbale ou physique, que Non, non, pas sais-je? spécialement, non. Non, mais OK. du coup, enfin, oui, non, Déjà c'était cette réaction te resté comme ça, ouais, déplaisait. les jugements, formulés ou pas formulés d'ailleurs. C'est bien toxique, hein. C'est Mmh. vraiment très toxique, ouais. OK.
Presque encore plus en fait que les éclats de voix, parce qu'au moins les éclats de voix c'est un peu dans le corps, quoi. Alors que le Mmh. truc juste dans la tête, encore plus pourri, quoi, encore plus vicieux, encore plus OK. insidieux, encore plus OK, pervers, donc quoi. tu avais ton émotion et tu gardais ton jugement, ton truc, donc ça bouillonnait, ça restait, puis ça avait peut-être des conséquences du coup, sur la suite Ouais, de ta j'en vie, même exprimais quand tu étais plus avec tes parents, quoi. ouais, c'est ça, mais j'en exprimais une partie. Mais j'en exprimais qu'une petite partie parce qu'en fait, j'étais incapable d'exprimer la totalité sans être extrêmement violent, quoi. Mmh. Dans les paroles, hein. Parce que du coup, Mmh. j'avais un mépris, pour eux à ce moment-là, mais juste insondable, hein. Enfin, dans ces genres de situations-là, j'avais plus envie de les voir, hein. Enfin, c'était clair, quoi. En tout cas, Mmh. j'envisageais très, très clairement que ça se termine comme ça, quoi. Mmh. OK, et donc sur quel moment de la chaîne il y a le pouvoir et qu'est-ce que tu as fait exactement par rapport à ça? Il y a le pouvoir, donc en première approche, déjà, il y a le pouvoir sur la prise de conscience, hein, sur l'observation. Ça, il y a un pouvoir colossal là-dessus, que la plupart des gens ignorent, en fait. Juste le fait d'observer, de reconnaître la réalité de ce qui se passe, plutôt que d'étouffer, plutôt que de se faire embarquer en mode automatique, etc., c'est déjà colossal. Et il y a, dans pas mal de sujets, en fait, ça suffit juste de faire cette phase-là d'observation et de reconnaître, d'accepter la réalité de cet enchaînement pour que cet enchaînement ait déjà beaucoup moins de prise. Donc moi, j'appelle ça allumer ma caméra dans mon jargon. Euh, et donc, première phase, allumer sa caméra. Et deuxième phase de changement, c'est une fois que l'émotion survient, d'aller faire bifurquer la réaction. Et au lieu de partir dans du coup du jugement sur jugement, contre-jugement et compagnie, moi la bifurcation que j'utilise, c'est une bifurcation qui a été beaucoup démocratisée par la communication non violente, donc la CNV, c'est le fait d'expliciter ce qui se passe. Donc d'expliciter l'événement, d'expliciter l'émotion, d'expliciter le besoin, et d'expliciter aussi la demande qu'on a. Mmh. C'est marrant que tu parles de la communication non violente à ce stade parce que moi, j'étais justement en train de me dire que, pour moi, c'était aussi une bonne façon d'observer. C'est-à-dire que, heu, observer, c'est pas forcément évident d'arriver à dire: «Bon, bah, là, il se passe ça et puis ensuite, ça génère ça» et cetera. C'est pas forcément, ou en tout cas, comme tu le disais, trouver le besoin derrière la réaction, derrière l'émotion, c'est pas forcément évident, et je trouve que justement cet outil de la communication non violente, elle te permet, de te poser, de dire: «Bon là, il y a un conflit, il y a un truc, j'ai envie d'exprimer qu'il y a quelque chose qui va pas. Comment je vais l'exprimer?» Et le fait de du coup, de se poser en se demandant: «OK, donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement?» Ça te permet donc du coup de voir l'état des lieux, de quoi c'est parti, quelle est l'émotion qu'il y a derrière ça et du coup quel est le besoin. Heu, pour moi en tout cas, ça a été l'outil qui a permis d'observer, en fait, plutôt Ouais. que de déclencher. Bon, effectivement après ça a d'autres avantages, mais déjà cet outil pour moi a été un peu l'automatisme d'observation finalement. Le pas à pas encore, tu vois? Le protocole d'observation de: «OK, c'est quoi en fait qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui a pas été respecté en moi? Quel est mon besoin?» Et ensuite, bon, la quatrième étape, qu'est-ce que je demande pour que ça change, quoi? Ouais, mais je suis complètement aligné, hein. Il se trouve que de ce que je perçois, la communication non violente est souvent transmise comme un outil de quoi faire vis-à-vis de l'autre. Et pour moi, c'est effectivement évident, hein, comme tu l'as dit, que c'est un outil d'observation magnifique. Je constate juste que c'est, euh, je sais pas si c'est pas compris comme ça ou si c'est rarement transmis comme ça, mais je constate que les personnes à qui on transmet la communication non violente, la plupart du temps, vont se plonger dans ah oui, ok, c'est comme ça que je vais réagir, c'est ça que je vais faire vis-à-vis de la personne en face. Moi, ça me pousse à rajouter, enfin, à vraiment enfoncer le clou et à expliciter extrêmement fort cette phase d'observation préalable, sachant qu'effectivement, cette phase d'observation se déroule selon ces différentes étapes de la communication non violente. On est complètement aligné là dans ce qu'on dit. OK. Hem Et donc du coup, c'est ça, toi, ton outil principal pour, transformer l'émotion, enfin la réaction du coup que tu as par rapport à l'émotion? Oui, en tout cas, c'est l'outil le plus accessible, c'est l'outil que j'ai utilisé pendant des années et que j'utilise encore, hein, majoritairement. Il existe, je sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais il existe d'autres catégories d'outils qui permettent d'aller dissoudre la relation qui génère l'émotion, enfin de dissoudre du coup en amont. Là, ce que j'ai évoqué du coup, c'est observer toute la chaîne et aller bifurquer après l'émotion. Une fois que l'émotion a fait son boulot d'émotion, euh, il existe des techniques qui permettent d'aller, oui, dissoudre, j'ai pas vraiment d'autres mots, l'émotion. Euh,
Ces techniques partent du principe que en fait, ces enchaînements sont liés en bonne partie à un passé traumatique, c'est-à-dire des trucs qu'on a vécu nous souvent dans notre enfance, qui peuvent être anodins perçus de l'extérieur ou qui peuvent être majeurs perçus de l'extérieur. Anodin, ça peut être juste avoir perdu son doudou dans de mauvaises conditions, hein. C'est souvent assez anodin perçu de l'extérieur, et pour l'enfant, ça peut être juste le drame, hein. Et ça peut laisser une espèce de blessure. Bon, je force un peu le trait évidemment avec cet exemple du doudou, mais ça peut laisser une blessure qui est encore là, pas mal de temps plus tard, pas mal d'années plus tard. Et puis à l'autre extrême de l'éventail, il y a des traumas qui sont bien plus évidents, de l'abandon, des abus, etc. Et donc ces schémas-là, ça nous ancre des hyper-réactivités complètement inconscientes, hein, où tel genre de situation va nous faire partir en flèche, tel genre d'émotion, sans qu'on comprenne bien forcément le lien, sans qu'on comprenne bien non plus l'ampleur que ça génère. Et du coup, ce genre de lien de cause à effet, là, on peut le travailler, on peut le faire dissoudre. C'est ce que visaient des approches, c'est fait très très macro, hein. C'est ce que visaient des approches type psychanalyse pendant longtemps, ou même pas mal d'approches psychologiques assez classiques, qui prenaient énormément de temps, avec des effets qui étaient très variables d'une personne à l'autre. Et il existe depuis quelques dizaines d'années des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces de mon point de vue en quelques heures. Voilà, donc ça c'est mon nouveau terrain de jeu depuis 2-3 ans, ça s'appelle les méthodes de libération émotionnelle. C'est d'une puissance juste vertigineuse, quoi. Donc ça m'a permis de faire péter la peur du jugement, de faire péter la peur de déranger. Enfin, quand je dis faire péter, c'est pas juste que j'ai apprivoisé ces peurs-là, c'est qu'elles ont disparu, quoi. Et elles n'ont pas disparu en me forçant à le faire encore et encore pendant 150 fois, et du coup faire comme si la peur n'avait jamais existé. Non, elles ont disparu, vraiment du jour au lendemain, quoi. Donc ça, c'est une deuxième caisse à outils magnifique que j'utilise, qui est plus exigeante, qui est plus technique, qui demande d'avoir déjà fait un vrai chemin sur le fait d'avoir observé, reconnu, enfin d'avoir fait tout ce qu'on a évoqué avant, quoi. Mmh. Donc d'être nettement plus bilingue en émotion que ce que sont la majorité des gens. OK. Du coup, si on reprend l'exemple avec tes parents, qu'est-ce qui a changé les choses au final, entre, donc l'outil d'observation et utiliser la CNV pour exprimer une demande et ce que tu as dit là? J'imagine que tu as pas tout fait d'un coup? Non, mais avec mes parents, j'ai utilisé quasiment exclusivement. Non, ça s'est fait en plusieurs étapes, t'as raison. Il y a eu énormément de CNV, hein. Et donc, pour fixer les idées, enfin, j'étais devenu formateur en communication non violente un peu avant tout cet épisode-là, donc j'avais déjà un niveau de maîtrise qui était intéressant sur ces techniques. Et ça m'a pris 1 an d'aller purger nos 35 ans de relation, quoi. Donc, Donc tous les un an de sujets boulot. qui te mettaient en réaction? Ouais. D'accord. Euh, Est-ce que des gens qui sont pas formateurs en CNV peuvent réussir à faire la même chose ou pas? ouais, tout à fait. Par contre, ils vont pas le faire de façon aussi radicale, ouais. Enfin, ils vont le faire étape par étape. Et moi, je savais pas que c'était possible en fait de le faire. Donc, ceux qui sont pas formateurs en CNV, quand ils entendent le témoignage que je viens de faire, ils découvrent souvent que c'est possible de le faire. C'est possible de reconstruire complètement la relation avec ses parents. Et déjà, le fait de savoir que c'est possible, ça aide. Et puis, on va le prendre petit bout par petit bout. C'est-à-dire que il se trouve que mes parents, je les voyais pas très très souvent. Ça n'aidait pas non plus. Et parce que du coup, on n'avait pas beaucoup d'occasions de tester. Ah tiens, ça réagit là ou ça réagit pas. Vous voyez 2 fois par an, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, je le ferai par un petit morceau, quoi. Et donc je le ferai. Ah oui, tiens, là, tu vois, là, exactement ce que tu viens de me dire là. Mmh. Ça déclenche ça chez moi. Moi, j'ai un besoin d'être respecté, j'ai un besoin de sentir, etc. Et donc voilà ma demande. Je te demande de modifier là ce comportement que tu as. Et donc le jugement, par exemple, bah, tu le gardes pour toi. Tout à fait ok pour que tu me partages, pour que tu ressentes des émotions par rapport à ce que je vis, pour que tu sois un peu en panique, etc. Je suis tout à fait ok pour que tu me partages ces émotions-là, que tu as peur, par exemple. Ça, tu peux me le dire comme ça, mais le fait de me dire que ce que je fais c'est n'importe quoi, non, en fait. Tu peux le penser si tu veux, mais tu me le partages plus. C'est non. Voilà. Donc ça, tu vois, on le ferait par petites touches comme ça. Mmh. Donc en fait, là, tu disais que ça t'a pris 1 an parce que tu étais dans cette démarche de faire un peu un nettoyage de la relation Ah avec tes ouais, parents, mais que tout à finalement, fait. c'est quelque chose qu'on peut faire, au long cours, un peu toute sa vie, quand on n'est pas spécialement dans la démarche de vouloir Tout tout à fait, ouais. régler.
ce que je fais avec ma femme, du coup, on est évidemment en équilibrage permanent, quoi. C'est comme une danse, quoi. Et du coup, ça, on le fait en continu. En continu, Mmh. ça veut pas dire que c'est tous les jours, mais ça veut dire que il y a d'ailleurs des phases plus denses que d'autres, mais ça veut dire qu'on laisse pas passer grand-chose aussi, hein. Mmh. Donc on s'est un peu promis mutuellement, en fait, de ne pas laisser passer. Quand on voit que l'un de nous est embarqué dans un schéma comme ça, déjà, on se donne la permission d'aller l'observer, ce schéma-là, et d'aller l'expliciter pour faire en sorte que ça porte pas un truc tout pourri. Et, euh, et quand on voit que l'autre a besoin d'expliciter et qu'il le fait pas ou qu'il n'y arrive pas, on va l'aider, on va le faire avec lui, on va pas laisser le truc moisir, quoi. Ça Mmh. demande une petite dose de courage, hein. Parce que moi, c'est pas forcément toujours des conversations agréables, même si c'est des conversations constructives. Ça demande d'aller un peu au fond des choses, ça demande d'aller regarder des parties de nous qu'on n'a pas forcément regardées, ça demande d'aller accepter qu'en fait on est soi-même générateur de situations conflictuelles, alors que c'est toujours plus pratique de penser que c'est la faute de l'autre, etc. etc. Euh, voilà ce qui me vient, tu vois. Est-ce que selon toi, c'est un travail, qui peut se terminer où un jour on devient un grand expert, un grand maître des émotions et on n'a plus rien à travailler? Ou est-ce que c'est le travail de toute une vie? Ou est-ce qu'on peut parler de travail d'ailleurs? Ouais, oui, moi je parle de travail, hein. Moi je parle de travail, mais il se trouve que ça me passionne, mais c'est vrai que je fais plus vraiment mon travail me passionne, matin, midi et soir, quel que soit le travail, quoi. Et mes passions et mon travail c'est pareil, quoi. Donc je parle je vois ça comme un travail. Il n'y a aucune connotation négative pour moi là-dedans. C'est le travail de toute une vie, oui, très probablement, parce qu'en fait quand t'as déjà c'est un équilibre instable. Parce qu'on n'est pas des machines, quoi. Et du coup, à chaque fois que tu as nettoyé, si on veut, ou pris conscience, ou équilibré une couche dans tes émotions, etc., ben, il va falloir... en tout cas, tu as la possibilité d'aller équilibrer la couche suivante, hein. C'est vraiment comme un oignon, c'est jamais... Est-ce que c'est jamais terminé? Ouais, je pense que c'est quasiment jamais terminé. Faut discuter de ça avec les ermites bouddhistes. Qui sont ceinture noire 254e, 54e dan, quoi. Mais je pense quand même que c'est jamais terminé. Et, euh, et par contre, on est devenu expert bien avant ça, quoi. Tu vois, donc tu parlais de expert, on devient expert très vite, hein. C'est très très rapide. Il y a une courbe d'apprentissage. On est tellement handicapé de nos émotions, en fait, on est tellement analphabète de nos émotions que la courbe d'apprentissage, c'est fulgurant au départ. C'est juste fulgurant. Après, on touche l'asymptote, après, où ça devient du travail un peu plus d'orfèvre, quoi. Mais au début, c'est juste magnifique ce qui se passe. On dit, Mmh. ah, waouh! Ah, mais c'est ça la joie! Ah, mais c'est ça la colère! Mais c'est ça, c'est juste la révélation, quoi. Moi, j'avais trouvé ça très drôle. C'est un truc, quand même, qu'on vit tout le temps, depuis toujours, à l'intérieur, mais juste dont on n'avait pas conscience. Mmh. On ne nous avait pas éduqués à en prendre conscience, on nous avait même plutôt éduqués à en perdre la conscience. Pour en Bah, c'est parler. marrant, moi j'aurais plutôt dit qu'on avait tous conscience qu'on avait des émotions, mais par contre on nous a pas du tout appris, ce que c'est, à quoi ça sert, comment, Voilà, le s'en ouais, servir. ok, ouais. Parce Oui, oui, qu'effectivement, oui, on tant mieux. nous apprend que, bah, on nous apprend, de près ou de loin, mais que quand, être en colère, c'est pas bien, faut pas montrer qu'on est en colère, être triste, bon après ça dépend peut-être un peu des cultures, mais, on a beaucoup le réflexe d'aller se cacher, quand on a envie de pleurer, donc finalement les émotions, on sait qu'elles sont là, mais c'est soit tabou, soit quelque chose qu'il faut étouffer, soit, voilà. Ouais, mais c'est capital, hein, comme prise de conscience et comme racine. Ça, c'est des travaux que Alice Miller a énormément creusé dans un bouquin qui s'appelle La pédagogie noire. À la fois, je vous le recommande, et à la fois, accrochez-vous, parce que c'est quand même assez costaud. Mais je peux le résumer en quelques minutes. Et ça répond à la question, mais pourquoi, en fait, on sait tous marcher, on sait tous parler, on sait à peu près tous lire, pourquoi on est tous analphabètes des émotions à ce point-là, quoi? Comment ça se fait? Et, l'explication qu'elle donne, elle, c'est que déjà on se reproduit de génération en génération en analphabète des émotions, et que ça fait, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça.
Et que dans la petite enfance, à travers des situations de la vie quotidienne anodines mais répétées des centaines et des milliers de fois, nous sommes tous conditionnés, quel que soit l'amour que nos parents ont pour nous, quelle que soit la bienveillance que nos parents ont pour nous, quelle que soit la volonté qu'ils aient d'être les meilleurs parents possibles, etc. L'immense majorité des parents conditionnent leurs enfants à être des analphabètes des émotions. Et donc quand on dit, un exemple tout bête, hein, mais quand un enfant trébuche, se fait mal et que pour le consoler, on lui dit ça va, Pleure même sur un pas. ton bienveillant, quoi, hein. Mais ça va, non, ça fait pas si mal que ça, un truc comme ça. On est juste en train de le programmer à considérer ce qu'il ressent, là, en l'occurrence, c'est physiquement, mais c'est exactement la même chose psychologiquement, comme étant quelque chose de pas fiable. Voilà, donc nous sommes programmés tous pendant notre enfance à, euh, à suspecter, enfin, je sais pas, à être suspicieux, en tout cas à pas avoir confiance dans nos émotions, dans nos besoins. Et quand si on nous le disait juste une fois, ça va, mais quand on nous le dit des milliers de fois de la part de nos référents, quoi, des figures d'autorité que sont nos parents, en fait, à la fin, on est vrillé, hein, on est vrillé. Ça construit une névrose, enfin, il n'y a pas beaucoup d'autres mots, quoi. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir très facilement. Donc la pas très bonne nouvelle, c'est qu'on est quasiment tous programmés comme ça. Moi, j'étais programmé comme ça, mes parents étaient programmés comme ça, ma famille, tout le monde dans ma famille était programmé comme ça. Dans ma famille, on n'exprime pas ses émotions, hein. J'ai vu ma mère pleurer en cachette pour des histoires terribles, quoi. Elle pleurait en cachette pendant des années. Dans ma famille, ça ne se fait pas de pleurer en public, ça ne se fait pas être en colère à la rigueur. Mais, ça ne se fait pas de parler de ses peurs. Interdit, ça. Ça se fait à peine d'exprimer sa joie plus que de raisonnable, quoi. Et du coup, évidemment, j'ai hérité de ces conditionnements-là, de ces formatages-là. Et comme en fait, quasiment tout le monde, en fait. Voilà, donc ça, c'est la moyenne, la nouvelle moyennement bonne. La bonne nouvelle, c'est que c'est tellement puissant à l'intérieur, ça, que le fait de se rééduquer là-dessus, c'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Après, le fait de faire tout le nettoyage, de changer toutes ces réactions, ça peut demander un peu plus de temps. Mais le fait de se rééduquer, de réapprendre la grammaire des émotions, d'apprendre à les observer, ça, c'est, enfin, en gros, il suffit de le décider, quoi. Et puis, c'est instantané quasiment. J'ai l'impression que ça devient un réflexe quand même assez rapidement de justement cette observation. Une fois qu'on a allumé la caméra la première fois, comme tu dis, en fait, on est, enfin plus on va le faire, de toute façon, c'est un peu comme tout, plus on va le faire et plus ça va devenir, facile à faire et du coup un réflexe après coup de se dire: «Bon là, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui a fait que, la prochaine fois, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire?» et cetera et en fait, plus on observe, plus ce temps d'observation est entre le moment où ça s'est passé et le moment où on observe est court et voire même, j'ai l'impression qu'à un moment, il arrive à un moment où, bah, on s'en rend compte au moment où ça arrive et donc du coup, on est beaucoup plus à même de désamorcer certaines choses déjà, hem, quand ça arrive, quoi Ouais. et ça arrive assez vite, en fait. Oui. Ouais, tout à fait. Pour peu qu'on s'en donne la permission, quand même, hein. On a besoin de se dire, bon, en fait, je vais le faire vraiment, quoi. Même, j'ai lu le bouquin, j'ai compris. Ok, maintenant, je vais le faire pour de vrai. Euh, et ce qui est, c'est il y a un cercle vicieux, un cercle vertueux, pardon, qui me semble, moi, indiscutable. C'est-à-dire que quand on arrive une première fois à se positionner comme ça, déjà, ne serait-ce qu'à observer et même ensuite à faire bifurquer la réaction, ça génère une telle décharge de dopamine que, en gros, ça remplit le réservoir d'énergie de motivation pour la fois suivante, et même avec un peu de rab. Et donc ça crée ce cercle vertueux qui fait que on a de plus en plus de volonté, de facilité, enfin de volonté ou d'entrain à le faire, qui va du coup nous rendre un cran plus à l'aise dans le fait de le faire à l'aise techniquement, si on veut, et générer le cran de dopamine de plus à la fois d'après, etc. Donc ça, c'est, enfin, moi ça me paraît lumineux, ça. Euh, Même si on veut le voir un peu symboliquement, ça libère de l'énergie, c'est-à-dire le fait de faire ce petit positionnement une fois sur un sujet face à un événement particulier. C'est comme si on réintégrait une petite partie de nous qui était coincée dans ce truc un peu pourri là qui tournait en boucle. Et cette énergie-là, on peut le voir symboliquement. Moi, enfin, de tout ce que j'ai creusé, j'ai l'intime conviction, c'est beaucoup plus que symbolique en fait. C'est limite physique, quoi. Pardon. Cette partie de nous qu'on récupère là, ça nous donne une énergie, un entrain, une force
indiscutable pour le refaire la prochaine fois. Et puis petit à petit, c'est comme si on allait se réagréger complètement Mmh. et devenir beaucoup plus, je sais que beaucoup plus complet plutôt que beaucoup plus parfait, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, ça nous permet de toucher un peu plus à cette complétude. Je sais pas si c'est complètement perché ce que je dis ou si c'est recevable, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le vis. Maintenant que j'ai creusé les approches beaucoup plus avancées, où là c'est juste indiscutable. Enfin, c'est comme si je voyais une partie de moi enfin, quand je dissous une peur, je le sens physiquement en fait, hein, que une Mmh. partie de moi qui se réintègre, quoi. Comme si tu avais laissé échapper quelque chose, une partie de toi dans un conflit, dans un sentiment, dans ce truc qui est pas réglé et que tu le récupérais vraiment. Ah, c'est C'est exactement marrant parce que quand tu m'as dit ça, j'ai pensé au mot entier et ça m'a fait penser aux gens qui disent: «Je suis quelqu'un d'entier», heu, mais je suis pas sûre que ce soit le même sens, du coup. pas évident effectivement, parce que souvent, oui, non, ouais, je préférerais Parce qu'on la parle quand même souvent d'émotions quand quelqu'un oui, dit: «Je suis quelqu'un d'entier», en général, c'est des gens qui disent que, bah, ils disent les choses quand ils ont besoin de les dire, qui vivent les choses quand ils ont besoin de les vivre. oui, ça veut dire que si j'analysais moi, ça veut dire qu'ils ne mettent pas leurs émotions sous le tapis, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils ont travaillé leur réaction. Et un quelqu'un d'entier, est tout à fait, souvent il va être un peu plus à même que les autres pour se positionner, c'est-à-dire pour mettre une limite, mais pas forcément de la manière, d'une manière diplomatique, c'est-à-dire pas forcément d'une manière qui va, permettre à l'autre de recevoir cette limite-là, plutôt que de remettre un jeton dans la machine. Donc Et moi peut-être pas en vas-y, ouais. conscience que c'est une limite par rapport à un besoin clair, enfin, sans conscience claire du besoin, mais juste dire, plus par principe ou parce que c'est comme ça que je le sens, donc je pose une limite. Mais sans forcément avoir cette conscience de cette limite, je la mets parce que j'ai ce besoin-là qui a été un petit peu étouffé et donc c'est pour ça que j'ai cette réaction et cette émotion et donc du coup, effectivement, peut-être avec moins de pouvoir finalement sur les situations. Ouais, tout à fait. Ça résonne bien. Et là, sur cette réintégration des parties, plutôt qu'entier, moi, c'est vraiment l'image de complétude, hein, de complet. Où, allez, je vais récupérer toutes les petites pièces de puzzle qui m'appartiennent, là, que j'ai disséminées partout. Parce qu'en fait, c'est juste, elles n'ont rien à faire dans la nature. Et ça me coûte de l'énergie, matin, midi et soir, qu'elles soient dans la nature. Et du coup, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de progresser, ça m'empêche de grandir, ça m'empêche de vivre ma vie, ça m'empêche bah, de vivre, hein, tout simplement. Il y a un petit truc que tu as dit tout à l'heure, hem, par rapport alors attends, est-ce que je l'ai perdu? Oui, par rapport au fait que dans ta famille, on n'exprimait pas, spécialement ses émotions et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'exprimer plus tes émotions après ce travail-là? En tout cas de les laisser sortir, peut-être même publiquement? Est-ce que c'est le cas avec toutes les émotions? Bonne question. Donc oui, est-ce que je suis capable de les exprimer? Oui, c'est incomparable. Enfin, c'est même, je suis presque plus capable de ne pas les exprimer. Enfin, on est allé à l'extrême inverse, quoi. En public, oui, ça va toucher les sujets de vulnérabilité qui sont aussi magnifiques, enfin qui donnent une puissance, enfin, ça paraît contre-productif, mais exprimer ses émotions rend vulnérable et être vulnérable rend quasiment indestructible. Et c'est même si c'est assez contre-intuitif, quoi. Parce que, en fait, quand on exhibe ses vulnérabilités, c'est comme si ça empêchait les personnes en face de se saisir de ces failles, entre guillemets. Donc, oui, oui, sur à peu près tout. C'est de plus en plus facile pour moi, même enfin, vis-à-vis, je sais pas, moi, dans le milieu professionnel, hein, exprimer mes émotions. Quand je vais taper un peu dans le dur, dans les partages que je fais vis-à-vis de mes clients ou de prospects, enfin, je pleure, hein. Bon, parce que je sais pas si c'est bénéfices ou dommages collatéraux, c'est que quand on laisse les émotions vivre leur vie d'émotions, on accepte de déployer sa sensibilité et que ben, le fait de pleurer, par exemple, c'est quelque chose d'assez naturel. Enfin, c'est un mécanisme de régulation naturel du corps qui permet d'aller fluidifier l'émotion et de la faire rentrer dans sa boîte, quoi.
Je parlais tout à l'heure de, ok, l'émotion, quand elle a fait son boulot d'indicateur, il faut qu'elle rentre dans sa boîte. Il se trouve on peut avoir des mécanismes dans la tête pour faire ça, et on peut aussi laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Et il se trouve que le fait de pleurer, c'est le mécanisme du corps pour faire entrer une émotion de tristesse, de colère, de peur dans sa boîte. Le fait de trembler, c'est pareil. On l'observe trembler, on l'observe chez les animaux. Pleurer, on l'observe pas chez les animaux. En tout cas, pas à ma connaissance. Et je suis très à l'aise avec ça. Les personnes qui sont en face de moi dans ces moments-là sont souvent bien moins à l'aise parce qu'elles ont vachement moins travaillé sur leurs émotions et du coup elles vont souvent vouloir interrompre ça inconsciemment. Donc soit en me disant un mot de réconfort, soit si c'est en présentiel, en mettre la main sur l'épaule. Et donc ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles interrompent le process en fait quand elles font ça et qu'elles ne respectent pas mon process de régulation intérieure. Je leur en veux pas pour autant. La plupart du temps, je leur dis, a posteriori, je leur dis, tu sais, là, ce que tu as fait, est-ce que tu sais pourquoi tu l'as fait? Et souvent la personne dit, bah ouais, je l'ai fait parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait, parce que je voulais pas, je savais pas quoi faire. C'est tellement bousculant si on veut. Et puis, donc je leur explique la plupart du temps ce qui se joue. Ça répond à ta question? Oui, alors, ma question, elle était un peu orientée parce que, probablement depuis qu'on travaille ensemble, ça a aidé, mais moi je vois bien qu'effectivement j'ai aussi cette capacité de plus en plus à être capable de pleurer, devant n'importe qui. Enfin, c'est même plus être capable, c'est qu'effectivement, ça me fait même plaisir en fait quelque part, parce que ça fait du bien. Je pense qu'il y a un vrai truc physiologique qui se passe, mais en fait, quelles que soient les émotions, il doit y avoir, c'est ce qui se passe physiologiquement. J'ai pas creusé, peut-être tu as peut-être des éléments là-dessus, mais j'imagine qu'il y a une espèce de truc physiologique qui se déclenche pour réguler quoi, pour équilibrer même, je dirais. Mais du coup, ça, j'y arrive sur, l'émotion, donc quand je suis triste, en général, ouais, c'est surtout la tristesse. Peut-être un peu la peur, en tout cas, tout ce qui est larmes. Par contre, je suis pas certaine d'être capable de l'exprimer, hem, je l'exprime avec des mots, mais, je suis pas capable de laisser aujourd'hui exprimer ma colère, par exemple, devant des gens. Beaucoup de mal encore avec ça. Est-ce que toi, tu as plus de facilité sur ces émotions? Parce que tu Oui, parlais du coup de je pleurer. les ai à peu près toutes travaillées. En tout cas, j'ai eu l'impression de les travailler à peu près toutes. La colère est peut-être plus difficile à travailler que les autres. Elle est plus... comment dire? C'est celle que je trouve la plus animale, quoi. Et du coup, c'est celle qui est sans doute la plus difficile à... je sais pas si c'est maîtriser, mais en tout cas, je vois bien que sur les cycles que je vis sur de la tristesse ou sur de la peur, je suis capable de maîtriser la durée du cycle très vite, quoi. C'est-à-dire de faire la boucle. Ah, ok, il y a cette émotion. D'accord, tiens, t'as besoin de monter jusque là. D'accord, ok, t'as fait le boulot. Merci, tu peux rentrer dans ta boîte. Ça, maintenant, c'est quelques minutes, quoi. Mmh. Alors que sur la colère, euh, ça monte plus fort. C'est encore plus profond, encore plus viscéral. Donc, je suis pas vraiment capable de l'écréter, quoi. Et ça dépend des situations, en fait. Ça dépend des situations. C'est très lié aux blessures, hein, ça. C'est très lié aux blessures que ça vient, donc aux 5 blessures fondamentales. Je pense qu'on pourrait faire un podcast entier sur Mmh. les 5 blessures. Je sais pas si je vais ouvrir cette boîte. Donc les blessures, la trahison, l'injustice, etc. L'humiliation, l'abandon et le rejet. Et donc quand on va taper dans ces blessures-là, là ça donne ce que j'appelle moi des hyperréactivités. Donc les émotions vont faire, ouais, enfin là on est proche du champignon atomique, quoi. Alors que sinon c'est plutôt le geyser. Et là, ça envoie. Hein. Je dis un mot sur la physiologie, ce qui se passe. Le corps et les émotions sont liés à un point mais colossal et qui est souvent que très peu de gens, dont très peu de gens ont conscience. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien? Ces émotions, en fait, quand on les laisse pas s'exprimer, quand on leur laisse pas leur place d'indicateur, elles sont stockées. Donc elles sont transformées dans le corps, un peu stockées, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres mots, je trouve. Et, et selon l'émotion, selon la typologie de personne, etc., ça va pas se stocker au même endroit. Et ça donne des maladies, hein, concrètement. Et donc c'est le corps qui prend. Comme si, en fait, comme si on stockait nos poubelles. Hein. C'est vraiment ça l'image. Hein.
Donc tout le monde ne stocke pas les poubelles au même endroit, tout le monde n'a pas autant de poubelles à stocker, tout le monde n'a pas le même hangar, la même taille de hangar. Mais par contre, tout le monde transforme ça en maladie un jour ou l'autre. Voilà, maladie, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut être des maladies chaudes, des maladies en heat, des maladies schlack qui vont faire un gros pic. Ça peut être, la plupart du temps, c'est quand même plutôt des maladies froides, hein, maladies chroniques. Maladie chaude, maladie froide, c'est une version médecine chinoise de voir ça. Étant donné que la médecine occidentale a très peu travaillé en fait ce rapport entre les émotions et le corps, la médecine occidentale a très peu de mots pour décrire ça, et même très peu de catégories. Enfin, ça lui passe à côté, quoi. C'est bien, c'est mal, j'en sais rien. C'est juste là, ça me semble être la réalité. Maladie froide, du coup, maladie chronique, maladie type des cancers, les maladies en hausse, psychose, etc. Tout ça, c'est assez caractéristique en fait d'émotions qui ont été, enfin, la psychose, on n'est pas dans le corps, on est plutôt dans la tête, mais de maladies qui ont été intégrées et qui se transforment d'une manière ou d'une autre en un truc un peu pourri. Alors, donc ça, c'est indiscutable. Et c'est aussi indiscutable que quand on libère ses émotions, on repermet au corps de reprendre sa souveraineté, quoi. On libère, je sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais on libère ce qui s'appelle les process d'homéostasie du corps, c'est-à-dire on sait tous que quand on se coupe, notre corps il se répare tout seul, quoi. Donc on a tous oublié à quel point c'est juste incroyable ce process-là. On a tous oublié à quel point la complexité des éléments qui sont en jeu, etc. Ça s'appelle l'homéostasie, la capacité du corps à se guérir lui-même. Quand on libère ses émotions, on redonne la possibilité au corps d'utiliser tous ces mécanismes-là. Et donc de se maintenir en santé tout seul comme un grand. Voilà, en pleine période de Covid, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de technique-là pour rester en bonne santé. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui, ça répond à ma question. Et juste pour ajouter sur le lien avec le corps. Ah, tu m'entends ? Petite intermède technique, je crois que Natacha. Bon, je sais pas si tu m'entends du coup, mais je voulais. Tu m'entends plus ? Bon, je voulais juste rajouter que y a qu'à voir quand on fait une libération émotionnelle comment physiquement on se sent vidé. Attends, pause. Je sais pas si tu m'entends, mais moi je ne t'entends pas. Pause le temps que la connexion revienne. Donc ça y est, le réseau est revenu, on s'entend de nouveau. Parfait. C'est bon pour toi, Nicolas? Oui, donc super, merci pour ta réponse. Donc je disais, je crois que tu m'as pas entendue, je disais que, il y a qu'à voir quand on fait une libération émotionnelle, à quel point on est physiquement, assez impacté, vidé enfin, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Un peu comme quand on sort de chez l'ostéo, il y a un truc qui se crée. Exactement, ouais. On est cassé, hein, c'est épuisant. Donc voilà, on dort, et puis c'est parfait, c'est reparti. Oui, enfin, pour les grosses libérations. Ouais. OK, super, merci. On va conclure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être un petit conseil à donner pour les personnes qui voudraient avancer sur le sujet? Alors, un petit conseil à donner. On a toujours tendance à vouloir faire des trucs. Vouloir changer ses comportements. Donc, par rapport à ce que j'ai explicité, on va avoir tendance à chercher à faire bifurquer sa réaction quand on a une émotion qui sort, etc. Bien avant de l'avoir observé. Ma recommandation, c'est juste chercher à observer sans intention de changer pour commencer. Ça, moi je l'ai fait du coup pendant assez longtemps. Ça fait déjà beaucoup de bien et c'est une très très belle première étape. Voilà, puis ça vaut le coup d'aller lire des petits bouquins là-dessus sur la communication non violente. C'est un point d'entrée qui est maintenant très bien documenté, qui est très facile. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, c'était quand même encore un peu perché, encore un peu marginal. Là aujourd'hui, voilà, il y a des formations partout à ça. Il y a des bouquins, il y a des vidéos.
Il y a une matière juste insondable sur ce sujet. Donc il y a des vidéos qui sont plus ou moins bien faites, mais juste, voilà, c'est un bon point d'entrée. Voilà, les émotions sont une mine d'or. Vous pouvez choisir d'en profiter, vous pouvez choisir de les laisser dans la mine. Ça, c'est votre responsabilité. Super, merci, c'était le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup. Je te remercie, pour ce Eh bien, moment. merci à toi aussi. Je vais me permettre un petit check-out. Le check-out, c'est une approche qu'on utilise beaucoup chez Libérer la Bête. C'est le pendant du check-in qu'on a fait au début, qui est avec quoi est-ce qu'on repart, comment est-ce qu'on est, surtout dans la fin de cet échange. Je suis ravi de ce qui vient de se jouer. C'était préparé beaucoup moins que ce qu'on aurait voulu que ce soit préparé, et j'ai passé un super moment. Enfin, c'était génial que ce soit aussi spontané, aussi un peu bordélique, un peu chaotique que ça l'a été. J'aime beaucoup. On va en refaire. C'est quoi ton check-out? Moi, mon check-out, je suis ravie, qu'on ait enfin, sauté le pas de faire ça depuis le temps qu'on en parle, je suis, ouais, je suis aux anges. J'ai adoré comment ça s'est passé. J'aime quand, effectivement, ça se passe pas tout à fait comme on le veut, et en fait, c'est pas grave et là, ça permet d'observer l'émotion, la peur, le: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe?» puisqu'on est dans le sujet. Voilà, donc une belle petite, sortie de zone de confort, qui fait bien plaisir. Cool, merci beaucoup. À la prochaine. Merci et à bientôt.